Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va deux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux roses pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et âme fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, la voix des gueux, des sans-lieux, des sans-foi, la foi des miséreux, de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, comme tout le monde, sur les radios commerciales qui ne sont ouvertes qu'aux célébrités, qu'aux gens qui animent les choses qu'on appelle people. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas très fort en langue. Tu connais, Jean Mais quel lyrisme ce matin. Impressionnant. Hein. Oui, on s'est mis en jambe à l'artiste, à se les peler sur la terrasse, oui. Avec ce retour tout à fait inattendu de l'hiver. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour les chiards. Vous n'êtes pas encore à l'école, bande de feignants. On fait la bleue. On a fait chauffer le thermomètre sur la lampe de chevet. Bravo. Avec Maïté à la régie, toujours aussi attentive à ce que le son passe correctement. Jean à ma gauche. Bonjour à tous. Et c'est Arracaille, la 61e, je crois. Oui, parce que c'est pas moi qui ai imprimé le petit chose qui nous permet de pas dire de trop de bêtises pendant l'émission. C'est effectivement la 61e. Merci beaucoup, Jean, pour ton aide. Et tout de suite, nous allons passer la parole à Raymond Lascience pour sa minute de militance d'un quart d'heure. Absolument. Ah oui, je voulais aussi donner je vais faire ça pour commencer, donner des nouvelles de Raphaël qui nous avait rendu visite il y a plus d'un an, je pense maintenant. Oui. Pour dire qu'il était admis à la Villa Arson à Nice. Alors, est-ce que tu connais, toi? Parce que je sais que oui, je connais, oui. Ah, bon. Grimace? Un peu. Ah. Oui, parce que c'est un lieu où totalement inféodé au concept art contemporain, des chaussettes jusqu'au brushing. Et... Ah bon? Oui. Uh-huh.
Et comme je déteste en plus cette ville, ses édiles et ses habitants, donc pour y avoir vécu 2 ans de merde, voilà. Mais bon, je suis pas quand même non plus, j'ai des a priori, de toute façon, je suis de très mauvaise foi. Toi, jamais, je t'ai jamais vu avoir le moindre a priori. Alors, je souhaite beaucoup de bonne chance à Raphaël, parce que c'est un jeune homme. Enfin, ceci dit, il n'est pas encore parti, mais on attend encore. Il est admissible aux Arts Déco de Paris, mais les résultats définitifs, il les a pas. À mon avis, ça serait beaucoup mieux, les Arts Déco de Paris. Moi, de toute façon, je préférerais, ça permettrait de suivre un petit peu. Puis Nice, les tentations de rester dehors sont tellement grandes que, voilà. D'accord. Bon. Non, pour les jeunes gens, je crois pas que ce soit une ville idéale. En fait, je connaissais pas du tout et je me suis dit que toi, tu connaissais sans doute la Villa Arson. Ouais. Sur leur site internet, on n'a pas tant que ça le sentiment que c'est un féodé, comme tu dis, à l'art contemporain, mais c'est quand même oui, parce qu'il y a tout à fait possible. Oui, il y avait une nana que je déteste, dont je me souviens pas du nom, probablement parce que je la déteste, mais qui a été une personnalité assez influente dans ce milieu et qui était la directrice de la Villa Arson pendant un moment. Je ne sais pas si elle l'est toujours, mais si elle l'est toujours, c'est encore plus dangereux. Bon, enfin, j'espère que Raphaël ne nous écoute pas. Et que j'espère que, par exemple, par contre, que la direction de la Villa Arson nous écoute. Bonjour madame. Alors après ce petit aparté, on va réviser un petit peu nos classiques. Qui a dit, croyons-nous pour autant, que l'anarchisme triomphera comme force révolutionnaire et bâtira la société rêvée par Proudhon et ses disciples? Non. Nous sommes plus près de croire que la vocation de l'anarchisme est à la fois plus profonde et plus durable. La défense de l'homme, de sa personnalité, maintenant, demain et toujours, et dans toutes les formes de société imaginables. Jamais la tâche ne sera achevée. La tâche de l'anarchisme, c'est de défendre l'individu de son annulation dans la communauté, mais en sachant que la tension subsistera toujours. Bravo Jean. Raymond, qui a dit ça? Eh bien Raymond, je vais encore passer pour une grosse brêle et je m'en félicite. Mais voilà. Je ne savions point. Bon, écoute, ça date de 1951 et c'est extrait d'un mémoire de diplôme d'études supérieures de sciences politiques intitulé « Le courant anarchiste en France depuis 1945 ». Et quel est l'auteur de ce... Eh bien, ce vibrant plaidoyer pour l'anarchisme était signé d'un certain Jean-Marie Le Pen. Robert vient d'avaler un citron, peut-être même le filet entier. Ouais, c'était son mémoire d'études supérieures de sciences politiques à ce Jean-Marie Le Pen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les bataillons d'Afrique qui sont passés peut-être dessus, enfin bon. Enfin, quand il était étudiant, il était déjà dans les groupes. Apparemment là pas, tu vois. Ah ouais? Ouais. En 1951, mais c'est venu très rapidement derrière. Je pense que dès l'année suivante, il avait basculé de l'autre côté. Alors il a peut-être pris le raccourci qui, selon certains, non, allez, je déconne. Enfin, en tout cas, Jean-Marie Le Pen, qui pour son discours, ça nous la coupe un peu quand même. Ça m'a fait... Ah oui, moi ça m'a même rétréci énormément. Jean-Marie Le Pen, qui pour son dernier discours, on va pas l'épargner pour autant, qui pour son dernier discours du 1er mai, en tant que président du FN, samedi à Paris, est resté fidèle à ses thèmes fétiches. Un hommage très appuyé à Jeanne d'Arc et assez long d'ailleurs. Une diatribe, les diatribes plutôt habituelles contre l'immigration et évidemment les immigrés, les critiques traditionnelles aussi à l'égard de l'UMP et du PS. Enfin bon, promettant de beaux jours à son parti après son sursaut au régional, il s'est en revanche gardé d'évoquer sa succession, pourtant déjà dans toutes les têtes. Ce fidèle d'entre les fidèles de la célèbre Villa Cézini ou Susini, nous quitte. On va pas pleurer, à peine, disons, les bras levés, tu vois, formant le V fameux, dont j'ai toujours pensé qu'il signifiait davantage vaudeville, tu vois, plutôt que victoire.
C'est toute la France de Poujade qui est un peu orpheline en ce week-end entre tous funeste. Alors la Villa Susini, tu te rappelles mais bon, voilà. La guerre d'Algérie, les tortures, etc. Exactement, je rappelle que c'était à Alger le QG des légionnaires du 1er régiment étranger de parachutistes qui comptait en ses rangs le commandant Élie Denoy de Saint-Marc ainsi que Jean-Marie Le Pen. Voilà. C'était aussi et surtout un centre de détention et de torture pendant la guerre. On ne compte plus les femmes qui ont été torturées et violées, dans cet ordre d'ailleurs de préférence. Mais enfin, tous ceux qui étaient soupçonnés de sympathie pour le FN ont eu la chance d'y passer quelques vacances. Oui, si on peut dire. Si on peut dire, voilà. Henri Allègre, lui, c'était la prison Barberousse, qui était une prison civile. Ça devait être moins pire encore que... Bon. Ouais. Alors pourquoi est-ce que j'en viens à ça? On se demande bien pourquoi. Le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux... Debout. En a remis une couche cette semaine en assurant que l'affaire du conjoint de la femme verbalisée pour conduite en niqab et sous influence, entre guillemets, irait jusqu'à son terme et fait savoir que le père de cette dernière avait contacté la gendarmerie pour des violences présumées sur sa fille. Une information que la gendarmerie a confirmée à l'agence Reuters qui précise, elle, également que l'homme est accusé par son beau-père d'enfermer ses petits-enfants. Bon, on sent bien que la dénaturalisation, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, ne devrait plus traîner. Alors, puisqu'aujourd'hui on révise nos classiques, je voudrais vous lire l'extrait d'un décret de déchéance qui est paru au journal officiel en 1943. Notez bien la date. Notez bien la date, voilà. Ouais. 1943. Moïse Chagall, artiste peintre. Ouais. Israélite russe, naturalisé en 1937. Motif de la révision, naturalisation sans intérêt national. Déchoir, exclure de la nation, c'était le sport quotidien auquel se livraient les fonctionnaires de Vichy. Mais enfin, comparer la France de Pétain à celle de Sarkozy, c'est faire de l'amalgame, Robert. T'es d'accord? Pas du tout. Tu ne me déçois jamais. Maréchal, nous revoilà. Enfin bon, allez, on va vous épargner Dassary ce matin. C'est dommage parce que Jean a une très belle voix quand il imite Dassary. Ah ouais, j'adore Dassary et puis bon. Menteur. Ça m'a valu d'ailleurs moult lazzi et colibés de la part de son éminence la science, puisque j'ai commis l'infâme chose d'assister quand j'étais minot, je devais avoir 8 ans, sur un foirail bigourdan, un concert de Dassary. Oui, mais en même temps, c'était un pétainiste comme l'était. Mais à 8 ans, je ne le savais pas, Jean. Ouais. Mais ça, il me le savait. Ouais, mais comme l'était, je veux dire, la plupart des Français. Il ne le pardonnera jamais. Enfin bon. Non. Il n'y a pas de souci. À propos d'amalgame et de polygame, tiens, est-ce que je t'avais déjà dit, Robert, que j'avais connu Carla bien avant qu'elle soit première monogame de France? C'est pas vrai. C'est ça, c'était fatigué. Non, je me vante, c'est tout. Oh, je sais pas, je suis pas sûr. Sarkozy qui était en Chine cette semaine avec Madame, justement, pour définir les contours d'un nouveau partenariat avec les Chinois. Alors honnêtement, moi je pense que le mot courbetariat, tu vois, définirait mieux les relations franco-chinoises actuelles. Oh oui, Raymond. T'es d'accord avec moi? Bon. Quel esprit, Raymond. Des relations qui ne profitent d'ailleurs jamais qu'à la Chine. Le constat est vraiment implacable. C'est une guerre. Je ne sais pas quand est-ce que économique ou non. C'est pareil. Je ne sais pas quand est-ce que nos dirigeants l'admettront enfin. Les héros du 22 juin 1940 croyaient eux aussi œuvrer pour le bien de la France. C'est plus fort que moi. Dès que je prononce le nom de Sarkozy, celui de Pétain vient tout de suite derrière. Oui. Il faut que j'arrête avec ça. Tout à fait. Ah bon? Non, c'était de l'ironie. Allez, une bonne fille nouvelle quand même pour finir. Une bonne fille nouvelle? Une bonne nouvelle pour finir. L'avocat américain David Doe fait ce pari constat. Dans 20 ans, la peine de mort aura totalement disparu aux États-Unis. Ouais. Elle ne cesse en effet de régresser, je crois qu'on le dit pas assez, et pendant que le nombre d'États qui la suppriment ne cesse, lui, d'augmenter. Tu savais ça? Non. Il y en a un 15e, là, qui vient de supprimer la peine de mort. Et on en entend très peu parler, c'est assez curieux.
C'est de l'anti-américanisme primaire. Ouais, parce que les Français devraient être assez contents de ça. Hein. Alors, en fait, ce n'est pas pour des raisons humanitaires que la peine de mort est en train de régresser aux États-Unis et qu'elle va disparaître, selon David Doe. Hein. C'est pour des économies d'énergie ? Mais parce que... Trop malin. Mais parce que les exécutions ont coûté 137 millions de dollars l'an dernier aux contribuables californiens, hein, pour ne prendre que l'exemple de cet État, qui est en récession. Hein. Oui. Donc, en fait, voilà, trop cher. Je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Hein. Voilà, enfin, en attendant, il y a quand même eu la semaine dernière aux États-Unis un 15e homme à être exécuté. Hein. Quand je dis 15e, c'est depuis le début de l'année. Oui. Alors, nous ne croyons pas à l'existence de Dieu. Hein. C'est ni toi ni moi, Robert. Non, mais... non, parce que les principes de base de exactement, ce sont les principes de base de la FA. Mais t'est-il déjà arrivé dans ton... Hein, là, entre nous, on n'est que tous les deux. Oui. Tu peux bien m'avouer. Ah, je peux t'avouer tout ce que tu veux. T'est-il déjà arrivé de te demander ce que tu lui dirais à Dieu, hein, si par malheur tu t'étais gouré, par exemple, tu vois, et que le jour où tu te présenterais devant lui, tu t'es déjà imaginé ce que tu dirais à... Pas vraiment, non. Non, t'es jamais imaginé. Eh ben, moi si. Ah ouais? Et tu sais ce que... Toi, tu es plus fort que moi. Tu sais ce que je lui dirais? Non. J'étais sûr que vous étiez une femme. Ah! Je crois que je vais devenir croyant. Voilà, parce que moi, c'est comme ça que je l'imagine, tu vois. Avec une belle poitrine et une jolie petite foufoune qui sent bon l'herbe des Pyrénées au printemps. Arrête, Jean, arrête, t'allais trop tôt. Voilà. Et tant pis pour ceux qui croient que c'est un vieux bougon à barbe blanche. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Merci Raymond. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mail, sans publicité. Je crois que j'avais omis ce commentaire tout à l'heure pour le remplacer par la radio. J'espère que vous vous souvenez, parce qu'il y a une interrogation écrite à la fin de l'émission. Ce qui fait que nos auditeurs n'étaient pas sûrs, en fait, d'être sur un racaille. Ouais.
Et ça, c'est dommage parce que ça veut dire qu'on a tout foutu. On a manqué à tous nos devoirs de militants d'une organisation prestigieuse. Bon, enfin. Bon, tu vas te rattraper. Ouais, je vais me rattraper. Comptez sur moi pour encore vous bafouiller des trucs innommables. Arakaï, la 61e, avec Maïté à la régie, Jean à l'action culturelle publique et Robert qui vous présente ces animateurs hors normes de cette radio elle-même hors norme. Qui ne l'est pas moins. Ah, qui ne l'est pas moins, mais qui l'est beaucoup plus d'ailleurs. Bien, et nous écoutons donc Jean, ta voix ronronnée. On va tourner un peu autour du pouvoir de l'esprit. Ça va être le thème de l'émission aujourd'hui. On va commencer par un extrait du chef-d'œuvre inconnu par Honoré de Balzac. C'est un très court, c'est pas vraiment un roman d'ailleurs. On peut plutôt parler de conte fantastique, un peu à la manière d'Hoffmann. Certains y ont même vu une parodie. À la limite d'un conte d'Hoffmann, dans lequel Balzac parle moins de peinture que d'art, vu en tant qu'activité spécifique. Ce qui est en jeu, c'est dans ce récit, c'est l'homme face à un tourment qui a de tout temps obsédé l'humanité, la recherche de l'absolu, pour reprendre un titre fameux du génial Honoré. Au début du au début du XVIIe siècle, 3 peintres devisent de leur art. Le premier est Franz Porbus, ou Porbus, on va l'appeler Porbus, ce sera plus simple, portraitiste officiel de la cour, alors au fait de la réussite. Le second est Nicolas Poussin, qu'on n'a pas besoin de présenter, qui lui est au début de sa carrière, il est tout jeune, mais il est promis évidemment à la gloire immense que nous savons. Le troisième, lui, est un personnage imaginaire, c'est Fraunhofer, un personnage un peu faustien, comme ça, qui rêve au lieu de peindre, et dont le perfectionnisme forcené et l'incapacité créatrice seront la cause de l'échec final. Entrez, entrez, leur dit le vieillard rayonnant de bonheur. Mon œuvre est parfaite, et maintenant je puis la montrer avec orgueil. Jamais peintre, pinceau, couleur, toile et lumière ne feront une rivale à Catherine Lescaut, la belle courtisane. En proie à une vive curiosité, Porbus et Poussin coururent au milieu d'un vaste atelier couvert de poussière, où tout était en désordre, où ils virent çà et là des tableaux accrochés au mur. Ils s'arrêtèrent tout d'abord devant une figure de femme de grandeur naturelle, demi-nue, et pour laquelle ils furent saisis d'admiration. « Oh, ne vous occupez pas de cela, dit Fraunhofer, c'est une toile que j'ai barbouillée pour étudier une pose. Ce tableau ne vaut rien. » « Voilà mes erreurs, reprit-il en leur montrant de ravissantes compositions suspendues au mur autour d'eux. À ces mots, Porbus et Poussin, stupéfaits de ce dédain pour de telles œuvres, cherchèrent le portrait annoncé sans réussir à l'apercevoir. « Eh bien le voilà, leur dit le vieillard dont les cheveux étaient en désordre, dont le visage était enflammé par une exaltation surnaturelle dont les yeux pétillaient et qui haletait comme un jeune homme ivre d'amour. « Ha ha !» s'écria-t-il. « Vous ne vous attendiez pas à tant de perfection. Vous êtes devant une femme et vous cherchez un tableau. Il y a tant de profondeur sur cette toile, l'air y est si vrai que vous ne pouvez plus le distinguer de l'air qui nous environne. Où est l'art? Perdu, disparu. Voilà les formes mêmes d'une jeune fille. N'ai-je pas bien saisi la couleur? Le vif de la ligne qui paraît terminer le corps? N'est-ce pas le même phénomène que nous présentent les objets qui sont dans l'atmosphère comme des poissons dans l'eau? Admirez comme les contours se détachent du fond. Ne semble-t-il pas que vous puissiez passer la main sur le corps, sur ce dos? Aussi, pendant 7 années, ai-je étudié les effets de l'accouplement du jour et des objets. Et ces cheveux, la lumière ne les inonde-t-elle pas? Mais elle a respiré, je crois. Ce sein, voyez? Ah, qui ne voudrait l'adorer à genoux? Les chairs palpitent. Elle va se lever, attendez. Apercevez-vous quelque chose? Demanda Poussin à Porbus. Non. Et vous? Rien. Le vieillard, absorbé, ne les écoutait pas.
et souriait à cette femme imaginaire. Mais, tôt ou tard, il s'apercevra qu'il n'y a rien sur la toile, s'écria Poussin. Fabuleux. Le chef-d'œuvre inconnu est édité en livre de poche pour la somme de 1,50 €, donc ne vous en privez pas, c'est en libretti. Vous pouvez le commander auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Téléphone 01 48 05 34 08. Et je vous rappelle aussi le site internet de la librairie, après les W, librairie-publico.com. Eh bien, Jean, je dois t'avouer que ce texte que je connaissais pas, comme beaucoup de textes que tu lis ici, et qui me révèle à moi-même mon espèce de manque total de culture. Oh, arrête. Eh bien, je dois dire que ce texte, sérieusement, par contre, comme les textes que je viens de dire précédemment, que... Ouais, idéalement pour moi, l'œuvre d'art ne peut pas se traduire d'une manière concrète par une peinture, une sculpture, une poésie, une musique. Qu'effectivement, la plus belle œuvre d'art que chaque artiste puisse créer, il l'a en lui, mais il n'arrive jamais, je crois, à vraiment la traduire d'une manière concrète ou physique, je ne sais pas comment on peut dire. Il me semble, toi, j'ai jamais eu cette réflexion avant d'écouter ce texte, mais ce texte me fait se ramener dans mes circonvolutions un peu mitées, ce genre de réflexion. Et je trouve que c'est d'imaginer que j'ai en moi une œuvre que je pourrais jamais montrer, mais qui est probablement la plus belle que j'ai jamais pensée, ça me fait un bien, tu peux pas savoir. Ouais. Au contraire de Fraunhofer, qui lui finira très très mal. Mais je connais pas la suite de oui, mais je n'en dirai pas plus. Bon, ça se finit pas très bien pour lui. Si j'ai quand même précisé tout à l'heure que son perfectionnisme forcené et son incapacité créatrice, parce que lui, c'est de ça dont il s'agit. C'est qu'en fait, il rêve au lieu de peindre, ce qui n'est pas ton cas, je rassure nos auditeurs. Nous avons Robert parmi nous pour de très très longues années. Oui, merci Jean. Sa capacité créatrice est en plein. Oui, mais seulement, sauf que chaque fois que je gribouille quelque chose, je sens une lourdeur, une pesanteur. Si tu veux, j'ai pas encore trouvé dans probablement aucune expression, surtout la mienne, évidemment, mais je crois qu'il y a là, avec des pinceaux, avec de la pierre, avec même des installations ou des concepts, il y a toujours quelque chose qui manque d'une espèce de légèreté qui se rapproche de l'esprit, quoi. Tu vois. Il me semble. En tout cas, je trouve ça génial que l'idée que ton œuvre maîtresse soit encore à venir te mettre de si bonne humeur. Je trouve ça génial. Voilà, je crois que Balzac a écrit ça, il avait 32 ans. Alors la première mouture, parce que ce que je vous ai lu, c'est un extrait du conte remanié. Il l'a remanié parce qu'il a reçu pas mal de critiques justement vis-à-vis d'Hoffmann. On lui reprochait d'être trop proche du pastiche, quoi, mais tous les ingrédients sont là. Je trouve que c'est un petit bouquin formidable. Pour ceux qui n'ont vraiment pas 1,50 €, je devrais pas le dire, mais il est aussi téléchargeable gratuitement sur Internet au format PDF, mais je ne donnerai pas le site. Démerdez-vous, et puis surtout, achetez-le commandez-le à la librairie Publico. Vous pouvez en commander une dizaine pour c'est beaucoup plus intelligent. À 1,50 €, ça vous fait 10,50 €. Oui, comme ça, participer à l'instruction d'une dizaine de copains. Il y a une forme de militantisme pas plus idiot qu'un autre. Absolument. Absolument.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, la voix, comme je vous le rappelais en début d'émission, est la voix des sans-voix. Et sans publicité, et sans Dieu, et sans maître aussi, ça va ensemble. Araka est la 61e, avec Maïté dans la régie, Jean à l'instruction publique et culturelle, et Robert le gagman de service. Enfin, pour les gags, c'est pas terrible, mais bon, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Jean? Ouais, pour toujours dans notre esprit du pouvoir de l'esprit et de ce bouquin de ce conte de Balzac que j'ai lu là, on va un petit peu parler en fait des deux peintres, en commençant par le plus vieux des deux peintres qui n'étaient pas des personnages imaginaires de ce conte. Notamment donc Franz Porbus, parce qu'en fait il a c'est un nom pratiquement inconnu du grand public aujourd'hui, et des rapins aussi d'ailleurs. Il a de moi par. Ah oui. Ouais. Mais tu connais. Le nom me dit quelque chose, mais je vois pas parce que tu connais ses peintures en fait. Non, mais je vois pas là visuellement, j'ai pas le souvenir de son. Tu connais ses peintures. Ceux qui veulent voir à quoi ressemblent les peintures de Franz Porbus, il y a sa toile la plus fameuse qui est un portrait en pied d'Henri IV en armure. Ah oui, d'accord. Voilà, qui est sur le blog de l'émission. Ah oui, en plus si c'est un peintre de cette époque-là, c'est vrai que c'est pas une grande époque pour la peinture en France. Ben non, si tu veux, parce que on est dans la peinture très officielle, la peinture de cour très officielle, mais il y a quand même quelque chose. C'était un remarquable portraitiste, donc voilà. Alors si vous voulez voir ce portrait d'Henri IV, c'est sur http://arracaille.blogspot.com. Vous pouvez comme ça le visualiser en même temps que je vous raconte ça. En fait, c'est lui qui a permis d'implanter en France le portrait d'apparat, grâce d'ailleurs à la qualité exceptionnelle de ses portraits. C'était le descendant d'une longue lignée de peintres, et la qualité en fait de sa propre peinture et sa célébrité était telle que il a étendu en fait la renommée de tous les Porbus qu'il avait précédés à l'Europe entière. C'était pas rien. Son père, Peter Porbus, donc lui était né à Gouda. J'adore penser que... Oui. La patrie du même fromage. Du fromage du même nom, absolument. Oui. Devenu maître à Bruges en 1543, il a été l'un des premiers et timides introducteurs du maniérisme italien dans les Flandres. Comme sa toile la plus fameuse, ou une de ses plus fameuses, c'est un jugement dernier qui date de 1551 et qui est visible au musée communal de Bruges, pour ceux qui peuvent aller jusque-là. Alors de même, il a été l'un des premiers à peindre une assemblée galante dans un parc. Là, on est à nouveau terriblement dans le maniérisme. Ça, c'est un peu plus tard, vers 1560, et ça, c'est valable à la Wallace Collection à Londres. C'est quand même des peintres qui ont essaimé comme ça sur toute l'Europe. Alors son métier manquait de souplesse, c'est sûr, mais enfin il a atteint une belle vigueur chromatique, tu vois, surtout dans ses portraits. Adrienne Van Buck, par exemple, toujours au musée communal de Bruges, ou Jean de Fernagut, ça c'est encore mieux, c'est la même année, 1551 je crois, c'est aussi au musée communal de Bruges. Et puis il y a eu son fils Franz Ier, dit l'aîné, donc le père du Franz dont on a parlé là, qui a vécu lui de 1545 à 1581 et qui nous intéresse déjà un petit peu plus. Né à Bruges, il fut l'élève de Franz Floris et vécut à Anvers, où il fut reçu maître en 1569. C'était une époque où la peinture était une affaire très sérieuse. Alors le maniérisme, qui était un peu mièvre chez son père, a pris chez lui les couleurs austères de la Réforme, dont il fut un partisan avoué. À Gand, il y a un Jésus parmi les docteurs qui date de 1571 et qui est visible au musée Saint-Bavon. Et puis ces portraits évitaient, au contraire de son père, la rhétorique et atteignent presque au trompe-l'œil, comme une jeune femme qui est visible de 1581, qui est visible au musée des Beaux-Arts de Gand également. Mais enfin, c'est surtout le fils de ce dernier, donc Franz II, dit le jeune, 1569 ou 1570 d'ailleurs, je crois qu'on ne sait pas exactement, mort en 1622, qui nous intéresse. Né à Anvers, maître en 1591, il a travaillé pour l'archiduc Albert, gouverneur des Pays-Bas entre 1596 et 1600,
année de son départ pour Mantoue, où il a suivi le duc du même nom. Alors en 1609, il vient à Paris, où il devient le peintre de Marie de Médicis. Hein. Son style éclectique, où une certaine mollesse quand même succède à la raideur de celui de son grand-père et de son père, hein, ne sera pas sans influencer certains artistes de la deuxième école de Fontainebleau. On lui attribuera plusieurs œuvres anonymes issues de cette école et il jouira longtemps d'une renommée européenne, hein, qui nous paraît aujourd'hui non seulement quelque peu injustifiée, mais un peu, qui nous paraît très étonnante, quoi, dont on a du mal à comprendre l'ampleur, mais c'est comme ça. Mais si on regarde ces portraits, hein, indépendamment de leur incontestable intérêt historique, vous avez par exemple Marie de Médicis qui a été peint vers 1509 et puis le fameux Henri IV qui lui date de 1610 et qui sont tous les deux visibles au Louvre. Hein. Il cherche moins à flatter le modèle qu'à proposer quand même une interprétation plastique inédite. Le réalisme de l'artiste reste aimable, s'attarde de préférence sur le luxe des vêtements. Hein. C'est vrai, vous verrez dans le portrait d'Henri IV, c'est l'armure, hein, qui domine. Il y a un soin comme ça, un peu excessif, hein, porté aux vêtements, mais enfin bon, ça échappe quand même à la simple convention. Hein. Comme par exemple dans la princesse Éléonore de Mantoue enfant, qui a été peint lui vers 1605 et qui est visible au palais Pitti à Florence. Ouais. Voilà, enfin en tout cas ce peintre qui incarna une certaine résistance au baroque naissant a laissé aussi des miniatures et des dessins d'une grande finesse à redécouvrir, même si ça reste du maniérisme. Franz Porbus, 1570 ou 1569, 1622. Voilà. Bien, ce mot de maniérisme, bon, est-ce que tu peux développer un peu pour qu'est-ce que tu mets, toi, Jean, parce que bon, il y a peut-être une comment dirais-je, une définition avec une étymologie, avec tout ce qui s'ensuit, mais toi, qu'est-ce que tu mets dans le mot maniérisme? Aujourd'hui, évidemment, c'est un petit peu péjoratif, si tu veux. Ça ne l'était pas à l'époque, hein. Il y a une préciosité, si tu veux, qui est passée dans le maniérisme, qui est passée de mode. Mais moi, de toute façon, je refuse de considérer que des mouvements de l'art, enfin de la peinture, de l'art en général et de la peinture en particulier, ne peuvent être rayés comme ça simplement d'un seul coup de gomme, tu vois. Je trouve que ça fait partie de l'histoire et que le maniérisme a permis pour moi, le maniérisme, c'est un passage vers le baroque. Voilà, tout simplement, et un passage forcément indispensable. Donc, je considère ça quand même comme étant intéressant à étudier. Ouais. Même si, évidemment, c'est très conventionnel, ça peut paraître très conventionnel, très étudié, si tu veux, très posé, en fait, les portraits du maniérisme italien principalement sont tellement figés par rapport au baroque qui va suivre derrière que bon. Est-ce qu'on peut transposer ce maniérisme du XVIIe ou du XVIe siècle à l'expression contemporaine, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas, ça me fait penser dans la manière de travailler des artistes dits contemporains, enfin surtout ceux qui sont dans le concept, dans l'installation, mais même des gens comme Kunz ou comme Hirsch ou comme un autre rigolo en France là dont le nom m'échappe, Fabre, et quelques autres. Est-ce que leur manière de traduire leur sensibilité artistique, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle qu'on puisse faire avec le maniérisme de ces époques épiques? Oh non, moi j'aurais du mal à dire ça. Ouais. Non, je pourrais pas dire ça, si tu veux. Ouais. Pour moi, le maniérisme, c'est un soin maniaque apporté à l'exécution. C'est surtout ça qui, d'accord, à l'exécution au travail de peindre. Je vois pas très bien
Pour moi, c'est surtout ça le maniérisme. C'est pas seulement les poses figées. C'est aussi un soin maniaque apporté à l'exécution. Toujours très très léché. Oui, mais dans ce que tu expliques, le soin maniaque prend le pas sur l'imaginaire, sur la sensibilité, sur la nouveauté, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas dans une forme d'expression contemporaine, je dis pas toute l'expression contemporaine, mais dans certains de ces aspects, est-ce qu'il n'y a pas ce côté, si tu veux, rituel un peu, ce côté un peu maniaque aussi, ce côté un petit peu peaufineur ou apprêté, ou tu vois, il y a peut-être pas dans la réalisation, mais dans l'état d'esprit des gens qui se bougent le prose dans ce milieu. Est-ce que c'est du maniérisme? Est-ce que c'est une forme de, comment dirais-je, alors peut-être d'académisme? Oui, d'accord. Est-ce alors, que l'académisme et le maniérisme? Oui, non, mais alors là, je suis complètement d'accord. De toute façon, ça rejoint. On va justement parler tout à l'heure d'art conceptuel et d'un de ces artistes, si tu veux, emblématiques, Joseph Kosuth. Encore très connu. Oui, mais on est là-dedans. Moi, je voulais parler de lui parce qu'effectivement, je parlais aujourd'hui du pouvoir de l'esprit et qu'on est tout à fait dans cette dimension. Mais on est là, à ce moment-là, ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a un peu de maniérisme dans la mesure où effectivement, c'est l'idée qui prime et qu'elle est supérieure à tout à la sensibilité, à l'émotion, bon. Peut-être l'art conceptuel, si tu veux, est une forme de maniérisme. Ouais. D'accord. Bon, puisque c'est de la théorie. Oui, tout à fait. Voilà. La théorie, et je crois que les grands inventeurs de l'art, enfin ceux qui ont fait vraiment bouger l'histoire de l'art, même s'ils pouvaient avoir un métier superbe, enfin une technique éblouissante, d'abord, c'était au service de leur sensibilité, c'était pas le contraire. Tu vois. C'était pas la sensibilité asservie à la technique, mais la technique que la sensibilité asservissait pour pouvoir bien s'exprimer. Toi, mais dans le maniérisme ou dans ce que tu essayes de nous expliquer brillamment, passe justement ce côté un peu réducteur complètement, oui. Et là, c'est vrai que, je te rejoins. Et comme ça, tu dis que c'est toi-même que ce genre d'artiste n'a pas laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Ben non, parce que ce qui nous manque effectivement, c'est la sensibilité, oui, tout à fait. Qui fait avancer plus les choses. Bien.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, avec à la régie une jeune femme un peu délinquante, Matahari. Bon, je sais pas si vous vous souvenez de cette espionne redoutable qui a fait fantasmer des générations de fantassins. Enfin, jaloux, enfin bref. Bon, ça c'est l'éternel mal, quoi. Insupportable. Où je sais plus où j'en étais. La 61e d'Arakai, une émission où on s'éclate avec ce que l'on apprend des turpitudes des artistes passés, présents et à venir. Donc je vous parlais de la régie avec j'ai eu une alu là, c'est Maïté à la régie, oui. Maïté Hari. Maïté Hari, oui, c'est ça. Et parce qu'elle rit beaucoup, oui. Ça, Maïté Hari, c'est quand même simple. Merci Jean pour la blague. Jean préposé donc à l'instruction publique et à la culture, mais c'est un ensemble indissociable, bien entendu. Mais tu voulais nous dire aussi que quelles étaient les musiques, parce que c'est vrai qu'on le fait Merci pas. de me le rappeler, Jean, parce que des fois je pars. On tape sur les doigts à chaque fois pendant les pauses, mais ensuite on... Alors la première musique de cette émission, c'était Placebo par qui chantait Where is my mind? Point d'interrogation. La deuxième musique, celle de 11h30, Georges Brassens, Le Gorille. Celle de la pause de 11h45, c'est-à-dire celle qui vient d'être chantée, c'est Lisa Ekdahl, I don't mind. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va passer la parole à Jean. Il avait besoin de ce petit break pour pouvoir se concentrer sur son travail. C'est très bien. Et sur le deuxième héros réel de cette histoire de Balzac, Nicolas Poussin, là on monte quand même plusieurs étages au-dessus. Hein. Je précise, la richesse de ses compositions et la beauté de ses expressions l'avaient fait surnommer le peintre des gens d'esprit. Chic. Oui. Perso, je préfère le peintre des gens du peuple, mais bon. Le peuple peut très bien avoir de l'esprit. Mais Poussin ne les peignait pas. Peu. Il savait quand même où trouver, où était le nerf de la guerre, on va dire. Hein. Ouais. Enfin, quand même, c'était pas n'importe qui. Devant l'opposition de ses parents, le jeune Poussin, ou le petit Poussin, vous mettez ça comme vous voulez, part clandestinement pour Paris, s'est enfui de chez lui pour se livrer à sa passion de la peinture, tu vois, c'est pas n'importe qui, oui, quand même. Hein. Oui, tout à fait. Les peintres comme ça, de cette âge époque, je pense qu'il avait 16 ou 17 ans. Quoi. Oh, c'est déjà vieux, cet âge-là. Oh oui, c'est un peu vieux. C'est un peu vieux, mais il s'est rattrapé quand même. Il était pas très précoce, mais il s'est rattrapé. Alors à Paris, il travaillera chez le portraitiste Ferdinand L, puis chez Georges Lallemand, où il découvrira la sculpture antique et les tableaux des maîtres italiens, ce qui va d'ailleurs lui le faire rêver de Rome. Il mettra très longtemps avant de pouvoir partir. Il essaiera plusieurs fois. Hein. En 1621, il gagne une sorte de concours ouvert par les jésuites de Paris pour la décoration de leur collège. Et oui, comme je te dis... il allait chercher le boulot où il était. Il exécute 6 grandes détrempes représentant les miracles des fondateurs de l'ordre. Tout ça a malheureusement disparu aujourd'hui. En tout cas, ces travaux, ils attirent l'attention du cavalier marin, tu vois, le poète italien installé depuis 1615 à la cour de France et qui y est tenu pour l'arbitre suprême du bon goût, tu vois. Alors celui-ci prend Poussin sous son aile, le loge décemment, lui apprend l'italien, l'entretient, ouais, alors je vois ton œil tout de suite, l'entretient dans une connaissance approfondie de la poésie latine, lui commande enfin une série de dessins dans le genre historique. Il travaille ensuite en compagnie de Philippe de Champaigne, excusez du peu, dont il devient l'ami, à la décoration du Palais du Luxembourg. Non, ça, il en reste des choses. Puis, enfin, il part pour Rome. Travailleur acharné, le jeune peintre commence, dès cette époque, à prendre son bien, comme j'ai dit, là où il le trouve. Oui. Il accuse, ça c'est pas bien, s'il accuse le Caravage d'avoir assassiné la peinture. C'est curieux, parce qu'il y a 3 secondes, je pensais au Caravage. Ah oui, tu vois. Mais comment a-t-il pu considérer
que le Caravage avait assassiné la peinture. C'est assez curieux, mais très curieux. Hein. On peut pas avoir raison tout le temps. Hein. En tout cas, il ne se contente pas pour autant de copier les Carages, tu vois, là, c'était vraiment à la mode chez les peintres romains. Hein. Après la mort du cavalier marin, il connaît à nouveau une période de difficile, hein, bien que son protecteur l'ait recommandé au cardinal Barberini, qui est le neveu du pape Urbain VIII. Soudain, 2 commandes vont lui assurer une célébrité qui se démentira plus jamais ensuite, la mort de Germanicus et le martyre de Saint Érasme. Mais à quelque temps de là, épuisé par son labeur, c'était vraiment un fou de boulot, hein, il tombe malade. Je crois que c'est à cette époque d'ailleurs qu'il épouse la fille de son boulanger. Ah bon, je commençais à me poser des questions. Tu vois, je te fais des petits appels du pied quand même de temps en temps, voilà, tu vois. Là. Rien qu'avec un truc comme ça, je viens de faire remonter Poussin dans l'estime de Robert. Vous voyez comme je suis machiavélique. C'est un truc que j'ai noté uniquement pour lui, ça. Oui, bien sûr, j'en doute pas une seconde. En tout cas, il décide alors de se fixer définitivement en Italie et non sans courage de ne plus suivre que sa propre inspiration. Ça te dit quelque chose, ça, Robert? Ouais, ça me dit quelque chose, oui. Hein? Pour ça que je pensais peut-être au Caravage. Voilà. Et puis non, en tout cas dans le choix de ses sujets. Hein. L'art de Poussin a atteint alors son point de maturation, tu vois, tandis que sa célébrité ne cesse de grandir. Hein. C'est ainsi que Richelieu invite Poussin à rentrer en France en lui offrant les avantages attachés à la charge de premier peintre du roi. C'était assez difficile à refuser. Hein. Il ne pouvait d'ailleurs pas se dérober. Je pense qu'il était carrément menacé de perdre un certain nombre de choses s'il refusait. Il multiplie les conditions, hein, qui sont malheureusement toutes acceptées, mais on lui demande sans cesse des bagatelles telles que peinture d'hôtel, tableau de cabinet, dessin de cheminée, de reliure de frontispice. Ils vont lui tirer dessus d'une manière assez invraisemblable. Alors, sous prétexte d'aller chercher sa femme, qui est toujours en Italie, Poussin réussit à repartir pour Rome, tu vois, et là, laissant ses décorations à peine esquissées, et là, on ne le reverra pas, hein, à Paris. Le peu qui subsiste, malheureusement, de ces esquisses sera détruit au XVIIIe siècle, hein, et n'est plus connu que par des gravures. En tout cas, grâce à cette ténacité, il a obtenu une indépendance qui va lui permettre de donner enfin libre cours à ses tendances les plus profondes. Il peint maintenant à des intervalles malheureusement de plus en plus longs à cause du tremblement de ses mains. La mort de sa femme ne précédera que de peu la sienne. Jusqu'à la fin, il garda toute la vigueur de son esprit, en même temps qu'il demeura entouré du respect admiratif de ses élèves et de nombreux amateurs, très nombreux amateurs. S'il est souvent revenu sur les mêmes thèmes, hein, ce fut pour en tirer de nouvelles variations, justifiant ainsi le mot admiratif du cavalier marin, selon lequel il peignait comme un diable, c'est-à-dire passionnément et avec de constantes trouvailles imaginatives. Delacroix dira justement des années et des années plus tard qu'à force d'en faire le précurseur du classicisme, on a oublié que ce sage, entre guillemets, fut un grand révolutionnaire de la peinture. Voilà. Aujourd'hui, il nous reste de Nicolas Poussin 340 tableaux authentifiés, des milliers de dessins. Hein. J'ai mis son autoportrait sur le blog de l'émission, un autoportrait assez critique, hein, où il se regarde lui-même d'un œil sévère. C'est assez intéressant pour cette époque. Hein. arracaille.blogspot.com. Ouais. Et d'ailleurs, dans la fin de ton exposé, là, tu parlais de son imagination, de ce qu'en avait dit Delacroix, qui confirme que ce sont ceux-là qui font bouger l'histoire de l'art. Ah, complètement. Hein. Ce sont pas les praticiens purs et durs, mais... Complètement, mais vu évidemment avec nos yeux d'aujourd'hui, ça paraît difficile à concevoir, mais Poussin, révolutionnaire de la peinture, on peut le dire. Bien. Eh ben moi, je découvre probablement, comme la plupart de ceux qui nous écoutent, des moments d'histoire de l'art ou des artistes qu'on connaît, enfin dont on connaît le nom ou les œuvres principales, c'est-à-dire celles qui sont montrées dans tous les magazines éventuellement, sur les calendriers ou sur les timbres-poste, mais c'est pas vraiment les connaître, et c'est bien d'avoir une idée un peu plus précise de leur vécu au-delà des images qu'on peut voir dans les musées. Ça peut peut-être lui permettre de comprendre
ces images, je crois, quand on connaît un peu mieux ceux qui les ont fabriquées. Radio Libertaire, quelle chance! La voix de la Fédération anarchiste, quelle voix! Raka est la 61e, quelle émission! Avec Maïté, qui assure, c'est bien. Et Jean, qui perdure, c'est encore mieux, parce qu'on en a besoin, en ces temps pourris, d'avoir un petit peu de, comment on pourrait dire, un petit peu de vent dans la tête qui nous dégage un petit peu les brumes qui stagnent, et ce sont des brumes empoisonnées en plus qui et voilà. Vous venez, qu'est-ce que tu disais, Jean? Non, tu disais rien. Voyons. Nous venons d'écouter, pour la pause musicale de 12 heures, Tarmac. Je suppose que c'était un groupe. Oui. N'est-ce pas, Jean? Oui. Le groupe Tarmac, il faut le faire quand même pour s'appeler le groupe Tarmac. Je cherche. Maintenant, savoir si on trouve, ça c'est autre chose. On s'en fout complètement. Et si j'en le dis, c'est qui y est. Alors on va faire un bond dans le temps important, puisqu'on va parler d'un artiste qui est né en 1945, qui est toujours en activité,
qui réduit Joseph Kosuth, qui réduit plutôt l'œuvre à une enquête sur sa propre nature et nous interroge sur nos attentes vis-à-vis d'une œuvre d'art. Est-ce qu'une œuvre a besoin de la biographie, heureuse ou malheureuse, de l'artiste pour exister? Ouais. Pour lui, c'est non. Pour nous, c'est oui. Ah, tout à fait. Voilà. En 1965, son œuvre Une et trois chaises, mais le titre était évidemment anglais, fait de lui le chef de file de l'art conceptuel. Moi, c'est quelque chose qui m'a bercé, l'art conceptuel, pendant mes années d'études artistiques. Donc, je peux pas passer ce mouvement sous silence. Je veux dire qu'il lui en reste quelque chose. Mais... oh, le salaud. Ça, c'est un coup de pied de l'âne. En 1968, il est sélectionné par Marcel Duchamp pour une bourse de la Fondation Cassandra. Parce qu'il voit dans l'œuvre d'art un exercice surtout esthétique, Kosuth va vouloir séparer le goût de l'art. Tu vois ? Le but de son travail est de produire du sens. Littéralement, même s'il faut pour cela bannir l'aspect esthétique de l'œuvre. Se basant sur une tautologie devenue fameuse, l'art et la définition de l'art, il affirme que l'art est langage, que l'art relève du domaine des idées, qu'il n'a rien à voir avec l'esthétique ou le goût. Il parle de proposition artistique plutôt que d'œuvre. Pour lui, une œuvre d'art représente l'intention de l'artiste, pas sa sensibilité, son intention. Si celui-ci déclare que cette œuvre d'art-ci est de l'art, cela signifie que c'est une définition de l'art. Ok, tout me suit? Pas vraiment, mais bon. Parmi ses œuvres les plus célèbres, la série 1 et 3 1965 apparaît comme une première investigation. Cette œuvre se compose d'un objet, de sa reproduction photographique à l'échelle 1 et de sa définition du dictionnaire, et consiste à ce que l'acheteur peut faire la photographie lui-même de la chaise au centre d'art dans lequel l'œuvre est exposée. Ce n'est donc pas la chaise, la photo ou la définition, si tu veux, en tant que telle qui importe, mais comment tout cela joue ensemble. Voilà. En quoi l'objet concret n'est qu'une occurrence d'un concept, tout comme un objet d'art n'est qu'une occurrence du concept d'art. Ouais. D'accord ? C'est vachement plus clair. Oui. C'est également une pièce qui ne dépend pas de sa matérialisation, puisqu'elle se décline avec un chapeau, un extincteur, tu vois, une vitre. Quel que soit l'objet, c'est l'idée qui persiste. Kosuth se passera ensuite de l'objet et n'utilisera que la définition pure, tirée en blanc sur fond noir, en utilisant un dictionnaire des idées et des notions. Avec ses œuvres définitions, on peut appeler ça comme ça, il cherche à se rapprocher au plus près de la réalité, car pour lui, on use l'art pour dissimuler l'art, d'où le retour à la définition, à l'idée, au concept. Tout l'art, après Duchamp est conceptuel, dit Kosuth. Tu vois, on ne peut pas revenir, si tu veux, en arrière à ce qu'était l'art avant. Il démontre ainsi qu'il n'y a pas d'art avant le début de l'art conceptuel, et que l'art conceptuel prend la relève de la philosophie. C'est très radical. Oui, c'est de mon point de vue très con. N'importe quel objet peut donc devenir art à partir du moment où il est placé dans le contexte de l'art. Ça aussi, c'est très con. Ouais. Non, mais c'est valable à partir du moment où on accepte la démarche de Duchamp. Mais si on trouve la démarche de Duchamp absurde... ça fout tout en l'air. Voilà, ça fout tout exactement. En l'air. En tout cas, je l'ai bien précisé non, avant, sûr, c'est l'idée. L'idée domine, tout le reste. Oui, tu vois. L'œuvre d'art est alors une proposition concernant l'art. Il faut que l'objet ait quelque chose à dire au point de vue du langage de l'art pour être de l'art. En ce sens, même les chefs-d'œuvre du cubisme qui ont pu être de l'art à un moment donné n'en sont plus s'ils ont perdu leur fonction artistique. Voyons. L'art dépend d'un contexte artistique. Il faut être informé du concept d'art pour comprendre une forme d'art. La seule exigence de l'art s'adresse à l'art, selon ses propres termes. L'art est la définition de l'art. Voilà. Comme je l'avais évoqué tout à l'heure. Bien. Mais qu'est-ce que vient faire la biographie d'un artiste dans ce bousbire? Parce que c'est bien à propos de cet artiste que tu nous as parlé de biographie.
Eh ben oui, mais sa biographie, c'est-à-dire son vécu. Ah d'accord. Ouais. C'est dans ce sens-là, si tu veux. Lui, est-ce qu'une œuvre d'art a besoin de la biographie heureuse ou malheureuse, c'est-à-dire son vécu? Oui, d'accord. Oui, mais lui, est-ce qu'il a pour exister pour exister, lui répond non. Toi, tu réponds oui. Oui, tout à fait. Il y a de toute façon une grosse différence. Mais dans son cas, lui, je veux dire, de connaître sa biographie ou de pas la connaître, ça n'ajoute ni n'enlève rien à sa profonde bêtise. Tu peux dire ça comme ça. Non. Allez, je fais quelques expos en vitesse. C'est très intéressant. Non, mais pour moi, de toute façon, encore une fois, en matière d'art comme pour tout le reste, on peut pas séparer le bon grain de l'ivraie. Tout à fait, non, bien sûr. L'art conceptuel, c'est un moment de l'art. Et puis ça permet de dégazer un peu. On aime ou pas le résultat. Tout à fait. Si tu veux. Ce qui compte, c'est ça. Bah, ce qui compte, qu'est-ce que le résultat de ces élucubrations a produit? Si tu veux, qu'est-ce que ces élucubrations ont produit? Et puis voilà. Tout à fait. Non, mais ce qui est intéressant dans ta démarche, dans tes propositions, c'est que tu n'as pas d'exclusive. Tu vas quasiment des grottes d'Altamira jusqu'à des gens comme ça. Ah oui, tu proposes au moment où je faisais mes études aux Arts Déco de Strasbourg, l'art conceptuel, c'était vraiment l'art qui dominait, si tu veux. Puis il y a encore des séquelles, mais bon. Qui dominait l'art contemporain, bien sûr, qui reste des séquelles. La plupart des artistes conceptuels sont encore en activité. C'est eux qui remplissent les grands musées. Alors, les expos à ne pas manquer en vitesse. Paul Klee, la collection Ernst Beyeler, ça c'est à l'Orangerie des Tuileries, donc place de la Concorde. Oui, mais je vous rassure tout de suite, c'est pas un artiste, d'après Kossuth. De la Daube, c'est jusqu'au 19 juillet, c'est un de mes préférés, moi, Paul. Oui. Oh oui, alors là, tu serais pas pote avec Kossuth. Une sélection de 26 œuvres, peinture et dessin, de cet artiste qui se désignait lui-même comme un poète peintre. Voilà, 17 d'entre elles proviennent de la Fondation Beyeler, le collectionneur suisse qui est décédé en février dernier. Et puis Willy Ronis, on en a parlé il y a encore un zonard, c'est pas un artiste absolument, du tout. Notre copine Nathalie Thiraud, une poétique de l'engagement, ça c'est à la Monnaie de Paris, 11 quai Conti, dans le 8e arrondissement, c'est jusqu'au 22 août, 150 photographies célèbres ou inédites, extraites du fonds de la donation faite par Willy Ronis à l'État français en 83. Elle s'organise autour de 5 grands axes: la rue, le travail, les voyages, le corps et sa propre biographie. Une œuvre d'art a-t-elle besoin de la biographie malheureuse ou heureuse? Non, je déconne. Oui, je persiste, oui. Et puis notre copine Nathalie Thiraud, justement, ça y est, son expo commence cette semaine à Fleur d'Eau, c'est au Parc Floral de Paris, route de la Pyramide dans le 12e arrondissement, et ce sera jusqu'au 6 juin 2010. L'eau révèle l'essence, la nature de chaque fleur. Dans ce milieu insolite, elles s'ouvrent, s'épanouissent en épousant le vase et finissent leur vie en flottant. Voilà, Nathalie Thiraud à Fleur d'Eau au Parc Floral de Paris. Et puis nos petits copains du magasin du travail qui expose cette semaine, c'est un petit peu impromptu, c'était pas prévu depuis de longue date, c'est une expo qui s'intitule Mode de vie plus légèreté. Ça, c'est à la galerie Cellal, c'est 45 rue Saint-Honoré, dans le 1er arrondissement de Paris, une galerie chicos. Dans une rue chicos. Et alors, c'est très court, puisque ça commence aujourd'hui à 18h, le vernissage est aujourd'hui à 18h, et que l'exposition ne se poursuit que jusqu'au vendredi 7 mai 2010. Voilà, il y a tout un tas d'artistes d'artistes contemporains qui participent à ce concept, à cette expo concept, et dont le magasin du travail. Donc, du travail. Voilà. On invite des gens ici qui ont de l'avenir. On l'espère en tout cas. On l'espère en tout cas pour eux. Bien, je poursuis dans la même veine que les annonces que vient de nous faire Jean pour Nathalie Thiraud et pour le magasin du travail, dont on garde un souvenir éblouissant. Le salon du livre libertaire, le 8 et 9 mai 2010. Samedi, dimanche. Espace d'animation des Blancs-Manteaux à Paris 4e, entrée à prix libre, que vous pouvez écouter, et vous pourrez écouter sur Radio Libertaire 89.4 ou en direct pendant 2 jours, des interviews d'écrivains, des interviews d'éditeurs,
Et puis, je vous donne les horaires, puisqu'il y a des auditeurs qui nous ont remonté les bretelles en disant que c'était bien gentil de nous annoncer un salon, mais si on n'avait pas les horaires, c'était vraiment n'importe quoi. Alors, le samedi 8 mai, c'est de 10h à 20h. Le dimanche 9 mai, de 10h à 16h. Notez qu'il y a une différence de 4 heures dans la durée entre les deux. Ah, c'est des horaires anards. Hein. C'est des horaires anards, oui. Entrée, donc, je répète, à prix libre, avec la participation d'une centaine d'éditeurs de livres, de la presse et une centaine d'auteurs. Ross, des expositions, des débats, un espace de libre lecture à voix haute, bar et restauration légère. Bon, tout ça sur Radio Libertaire ou sur aussi vous avez le site http://salon livre libertaire en un seul mot .radio-libertaire.org/ Voilà. et aussi vous rappelez que notre chère radio, chère CHE accent grave RE, pas CHAIRE, quoique aussi elle soit pulpeuse, pas certain. Enfin bon, passons. Et a besoin évidemment de votre soutien, mais pas seulement de votre soutien moral, mais aussi du soutien de votre porte-monnaie. Alors il faut de temps en temps l'ouvrir pour l'aérer et puis en sortir 21 pour avoir une carte d'auditeur qui permet à la radio de survivre. On vient de changer tout le matos. D'ailleurs, notre technicienne de régie était complètement au taquet ce matin parce que elle reconnaissait plus rien dans la régie. C'est du matériel nouveau. Donc vous voyez, c'est pas des blagues hein, quand on vous dit qu'on a besoin de thunes pour changer le matériel obsolète. Et puis, il y a aussi une contribution, comment ça s'appelle cette contribution tous les mois, ça a un nom pour les financiers, non? Oui, enfin, si, ça en a un. Je confirme. Vous pouvez contribuer mensuellement aussi à maintenir cette radio à flot. Et puis, vous avez la librairie Publico dont Jean vous rappelle tous les mardis l'adresse, le numéro de téléphone, le site, qui vend des livres, qui vend des disques, des CD, des t-shirts, des badges auxquels vous pouvez vous trouver aussi des affiches, des banderoles, des flyers, etc., etc. 145 rue Amelot, avec des permanents charmants, pas mal. Enfin bon, ça dépend si on aime les garçons ou si on aime les filles, mais bon, ou si on aime les deux. Laurent et Max, qui rougissent de confusion quand ils entendent des choses comme ça. Bon, et puis Le Monde Libertaire, ce magazine de la Fédération anarchiste, où vous pouvez trouver des nouvelles de l'actualité, avec des textes un petit peu saignants, des illustrations parfois un peu caca-pipi, mais bon, ce sont des jeunes illustrateurs dynamiques qui en veulent. Ça nous rappelle quelques grands disparus, hélas. Et vous pouvez donc, si vous n'avez pas la thune pour l'acheter, le chourer, de préférence dans les kiosques plutôt qu'à la librairie Publico, vous pourrez le trouver aussi. Voilà, j'en ai terminé avec les annonces.
La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Arakai, la 61e, vous venez d'écouter le King, Suspicious Minds, une des préférées de notre camarade Jean, qui n'arrêtait pas de fredonner à côté de moi. Je ne lui confierai plus des choses aussi inavouables. Bien, la rubrique vitale du Rapin social, c'est maintenant. Celle que vous attendez tous. Ah oui, enfin ça c'est autre chose. Quel artiste êtes-vous? Si vous êtes un artiste toutefois. Déterminez votre statut. Oui, ça c'est le but de cette petite séquence radiophonique et dont le titre est ce matin, la possibilité d'une société. C'est le mot possibilité qui est à relever, hein, parce que c'est peut être aussi tout à fait impossible. Il est toujours permis de transformer une entreprise individuelle en société pour tenter de réduire le risque inhérent à la responsabilité financière illimitée. Alors là, genre, comme d'habitude, dès les premières lignes, je suis ailleurs. Mais la transformation juridique a un coût fiscal. La transformation juridique a un coût social. On se demande ce qui n'a pas de coût dans notre fiscal, pays. Surtout fiscal. Oui, avec la taxation de la plus-value dégagée à l'occasion de la cessation juridique de votre entreprise individuelle. Mais ça, vous pourrez relire à tête reposée sur le blog de l'émission. Ce texte y figure. Pour les artistes, la solution n'est pas courante, mais la possibilité existe. Pour les artistes. Bon. Pour les artisans d'art, l'installation en société est plus fréquente. Oui, ça, on s'en doutait un peu. Car c'est vrai, la responsabilité illimitée découlant de l'exercice en entreprise individuelle a tout lieu d'inquiéter si vous avez d'importants investissements réalisés. Chez les artistes, c'est pas toujours le cas. Par contre, chez les artisans, c'est possible. Et l'exercice en société peut s'avérer une intéressante opportunité en SARL. Société à responsabilité limitée, c'est ça? Ah oui, oui. Oh, on sent le mec vachement. En SARL unipersonnel ou pluripersonnel. Il pouvait pas se non, unipersonnel, c'est pas suffisant. Il faut ajouter pluripersonnel. Ça veut dire à plusieurs, je suppose. Non, c'est pas exactement ça. C'est pas ça. Bon. Mais on le verra la semaine prochaine. La SARL unipersonnelle est une société commerciale dont vous êtes l'unique associé. Mais vous avez, alors, si on est l'unique, on est l'associé de qui? De soi-même? Oui. Mais vous avez le droit, si vous êtes libéral exerçant une activité non réglementée, d'en transformer une pour exercer votre activité artistique. La SARL unipersonnelle permet d'étudier une partie des difficultés induites par le statut d'entreprise individuelle, à savoir la responsabilité financière illimitée. Alors c'est ça qui me fout une pète. La responsabilité financière illimitée, c'est le mot illimité qui est ça. Ainsi, votre responsabilité est limitée au montant de votre engagement initial, c'est-à-dire vos apports, sauf en cas de caution personnelle, de redressement ou de liquidation judiciaire due à une faute personnelle de gestion. Là, on est déjà en prison, hein, je vous signale, pas pour vous alarmer, mais vous séparez ainsi votre patrimoine personnel du patrimoine de votre société. Ah oui, ça c'est intelligent. Ah oui, c'est par rapport à la semaine dernière, c'est le gros avantage, c'est le seul. Gros avantage. Et vous limitez vos risques financiers, bien sûr. Seulement en optant pour une société pour exercer votre activité, vous allez d'une part effectuer des démarches plus importantes à la création et d'autre part être soumis à davantage de contraintes en cours d'activité. Vous devez faire rédiger des statuts en précisant bien l'objet civil de votre activité si vous êtes artiste libéral ou son objet artisanal si vous êtes artisan d'art. Vous devez aussi réunir un capital même si celui-ci est libre, plus les frais annexes. Oui, ça c'est étonnant qu'ils ne soient pas dans le paysage. Ensuite, vous conservez une totale indépendance de gestion puisque vous êtes l'unique associé. Oui, ça c'est pas mal. Mais enfin, si on est un associé unique et raisonnable. Mais des fois, il vaut mieux être deux qu'il y en ait un qui soit plus raisonnable que l'autre. Enfin. Mais vous avez l'obligation de tenir une comptabilité commerciale et de publier vos comptes. Ouais, vous n'êtes pas complètement dans le secret. Vous êtes imposé à l'IR. Qu'est-ce que c'est que ça, l'IR? Impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu, bon, vous pouvez pas dire l'impôt sur le revenu. Dans la catégorie des BNC, bénéfices non commerciaux, oui. Parce que est-ce qu'il y a des bénéfices qui soient
Bah, oui. Ouais, enfin bon. Oui. Si vous êtes artiste libéral et dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et ça, commerciaux. c'est ceux qui travaillent avec du stylo. Si vous êtes artisan d'art ou à l'IS, l'impôt sur quoi? Les sociétés. Les sociétés. Sur option. Ah, bah c'est sur option. Vous avez une chance de vous en sortir. Et votre régime social est celui des indépendants en votre qualité d'associé unique. Alors là, c'est depuis le début qu'on fait cette rubrique, là, je crois que c'est la pire. Jusqu'à présent. Mais il y en aura d'autres, certainement, encore pires. La semaine prochaine, nous verrons les possibilités de vous installer en société à responsabilité limitée pluripersonnelle. Voilà. Et là, tout le monde aux abris. Toutes les informations que nous vous donnons sont extraites du guide juridique et fiscal de l'artiste de Véronique Chambaud, publié chez Duno. Bon, je prends ça d'une manière un peu rigolote, parce que j'ai jamais pris très au sérieux toutes ces choses-là, mais je suis pas du tout un exemple. Et Jean fait cette rubrique. Si, tu es l'exemple à ne pas suivre. Donc, ouais. d'une certaine façon. Allez, vachement bonne celle-là. Donc, voilà. C'est exactement où je voulais en venir avec cette rubrique, tu vois, qui est une espèce de jeu biographique sur Robert. Tous les mardis matins, de 10h, disons, de midi 20 à midi 25 minutes. Bien, nous sommes pour l'âge, Jean. C'était Arakai, la 61e. Salut les copains. À la semaine prochaine. Même heure. Même endroit. Même endroit. Salut à tous. Salut Maïté. Salut. Au revoir Maïté.